Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour cette seconde partie de Numérique en commun à Montpellier, depuis l'Altropisme, un événement organisé par Montpellier Méditerranée Métropole et le CCAS. J'accueille tout de suite Jacques-François Marchandise, délégué général de la FING, qui va nous parler de la ville numérique et de ses enjeux. Merci à la métropole de Montpellier de cette invitation et puis ravi aussi de participer à cette édition de Numérique en commun ici à Montpellier avec nos amis de la mêlée et du hub Rhinoc également. Je vais avoir le plaisir de tenter de faire la jonction entre le matin et l'après-midi, c'est-à-dire de faire la jonction entre ce qui s'est joué, ce qui s'est dit dans des sujets qui sont j'allais dire les appuis les plus solides des éditions de Numérique en commun, autour notamment des enjeux très évolutifs de l'inclusion et des pratiques qui vont avec, ce qui va se jouer aussi autour des questions d'évolution des lieux et des territoires, et puis des enjeux qui sont plus globalement ceux des enjeux de la ville numérique et de la société numérique. De quoi est-ce qu'on va parler en fait ce vers quoi j'aimerais vous amener, c'est qu'on arrive à imaginer précisément ce que pourrait être une ville numérique inclusive. Alors je fais une intervention d'une vingtaine de minutes à peu près, un petit peu plus, mais qui elle-même a aussi pour fonction d'introduire la table ronde qui va suivre et dans laquelle on pourra élargir cet échange avec Indemad, avec Anne-Sophie Caz et avec Gilles Ngoala. Alors, on est vraiment aujourd'hui avec une édition de NEC à Montpellier qui articule des temps complémentaires qui, généralement, sont disjoints. Il y a un enjeu derrière ça. Et l'enjeu, pour moi, c'est vraiment le fait de combler le grand écart entre les stratégies numériques des villes et des territoires, au sens des stratégies principales, anglais sur souvent la ville intelligente, anglais souvent sur des enjeux assez forts d'innovation, etc., qui ne sont pas démodés pour autant, mais qui sont questionnés ces derniers temps, et puis les enjeux d'inclusion. En fait, la ville intelligente ou la ville numérique, où on a beaucoup parlé de Smart City, a été très longtemps vue d'abord comme un projet technique et économique avant tout, et j'ai le sentiment, je pense que c'est un sentiment partagé, qu'elle ne peut en fait mûrir qu'en faisant place à l'idée d'un numérique choisi, qui ne soit pas simplement choisi en fonction des barrières techniques à franchir ou des modèles économiques à consolider, mais aussi sous l'angle plus global de la société. Et donc il s'agit de cela, il s'agit aussi de considérer l'inclusion comme un enjeu d'innovation plutôt que de rattrapage, un enjeu d'appropriation et de démocratie plutôt que de retard à combler. Et puis il s'agit probablement aussi d'essayer de travailler collectivement aux choix politiques, économiques et sociaux qui guideront les orientations techniques des prochaines années vers un numérique qui sera, je l'espère, plus sobre, plus équitable et plus protecteur. Donc on abordera ces sujets dans une vingtaine de minutes à l'occasion de la table ronde que je vous ai indiquée. Et en fait, pour commencer par me présenter, d'où je parle, je dirige depuis quelques années la FING qui existe depuis début 2000, que j'ai cofondée à l'époque avec mon camarade Daniel Kaplan. Et qu'est-ce que c'est que la FING ? C'est une association qui fait de la prospective des transformations numériques, au sens transformation politique, économique et sociale, et puis qui, au-delà des réflexions prospectives, par exemple les travaux qu'on fait en ce moment autour de numérique tout risque, du numérique à l'épreuve des risques, crises et catastrophes, donc sujet souvent exploratoire qu'on a conduit depuis pas mal d'années, on a aussi des projets de terrain et des nombreux travaux collectifs sur différents sujets qui sont plus appliqués. En l'occurrence, ça fait pas mal d'années que les questions de villes et de territoires numériques nous occupent. Il y a une quinzaine d'années, on avait eu ce programme un petit peu phare qui s'appelait Ville 2.0, qui nous avait fait prendre conscience de l'importance des données dans la ville de demain et qui nous avait fait prendre conscience du fait que, pour le coup,
l'ouverture des données à laquelle on avait pas mal participé dans les tout débuts de l'open data français était un enjeu. On a aussi travaillé, on travaille toujours en ce moment avec plusieurs villes sur les questions des enjeux de données personnelles et de cadres de confiance autour de ces données, du self-data, etc. Et puis encore sur d'autres sujets, des mutations du travail, des évolutions des lieux physiques de la ville, des questions numériques et environnement, et j'en passe. Et puis je parle aussi d'une autre casquette à titre personnel. Bon, je suis philosophe de formation, je suis professeur des universités associées à l'université Gustave Eiffel. Et en fait, mes travaux à moi sont largement autour des questions d'usage numérique, d'inclusion et de capacitation, et aussi les questions de démocratie qui vont avec. Je suis plutôt là dans une posture où il s'agit de mettre en partage et de décloisonner, donc pas en tant que gourou, mais souvent en tant que miroir. En amont de ce que je vous raconte, il y a aussi les échanges préparatoires que j'ai eus pour préparer ENEC, l'écoute de ce qui se joue et s'est joué ces dernières années, y compris à Montpellier, dans les évolutions des postures de la collectivité et aussi de la recherche. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt d'amener des matériaux pour la discussion qui va suivre. Et dans cet esprit-là, je voudrais vous proposer d'être dans une possibilité d'écoute active de mes propos, d'une part parce qu'il est 14h quelque chose, donc c'est l'heure de la sieste, d'autre part parce qu'on est dans l'exercice quand même très particulier d'une rencontre à distance. Pour certains d'entre nous, ça doit être la 200e visio de l'année. Qui tombe en plus un 32 mars, donc c'est une date pas facile pour les uns et les autres. Et donc, d'une part, il va y avoir pendant mon intervention et pendant la table ronde un canal de chat. On laissera la place dans le temps de table ronde tout à l'heure à des interactions sur la base de vos questions ou de vos contributions. Et donc ça me paraît important de signaler tout de suite pour que vous arriviez à lutter contre la petite sieste postprandiale inévitable à cette heure-ci et par ce beau temps. Et en fait, je voudrais juste que vous arriviez à vous poser comme question, au fond, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui m'étonne et qu'est-ce qui me concerne plus directement, et sur quoi est-ce que je peux agir et contribuer. Ces trois petites entrées voulant, au fond, vous proposer, dire, une fois que j'ai écouté tous ces gens qui parlent, avec quoi est-ce que je repars et en quoi est-ce que ça me concerne moi, moi ou nous. Et donc, pour rentrer dans le vif de mon propos, je voudrais partager avec vous une idée que vous pourrez trouver assez banale, c'est qu'on est quand même à un moment assez particulier du numérique. J'en prends pour exemple deux choses assez récentes de ces derniers jours et semaines. Montpellier, et notamment par la personne de Indemad élu au numérique, a participé à l'élaboration, il y a une quinzaine de jours, du manifeste des interconnectés. Et donc qui a été publié il y a 2 semaines, etc., et qui est porteur de tout un ensemble de questions, de tout un ensemble de valeurs, de tout un ensemble d'intentions partagées par un assez grand nombre de collectivités territoriales françaises. Open Data France, dont vous êtes également membre du bureau, a partagé hier sa feuille de route 2023 vers un numérique durable et responsable, citoyen, créateur de valeur, etc. C'est pas fortuit. On est dans cette période où les manifestes fleurissent, les intentions collectives fleurissent, et tout simplement parce qu'on n'est plus en train de simplement porter toujours plus de numérique. On est en train de se poser les questions du numérique qui nous intéresse, du numérique que nous pouvons souhaiter. De la même façon, ici à Montpellier, comme d'autres, mais pas beaucoup d'autres au fond, on le voit dans quelques métropoles et régions françaises, vous prenez des appuis sur la recherche, évidemment côté R&D, mais en sachant désormais que les usages de la ville ou les usages de l'habitat ne se résument pas à l'utilisation de la technique. Qu'il y a d'autres questions qui vont avec, et notamment que l'appropriation du numérique est un enjeu clé politique et social. Alors de ma fenêtre à la FING, on pose depuis 2 ans une question qui est celle d'un reset du numérique. C'est un peu une question pour faire avancer avec le constat collectif d'un numérique sur la sellette, parce que trop technocentré, parce que posant des problèmes de liberté publique, de partage de la valeur économique, de qualité de l'information et de fake news, etc., de droit du travail, d'inclusion, d'empreinte écologique, voire même de loyauté des systèmes techniques qui souvent nous calculent sans qu'on sache très bien comment. Mais il ne suffit pas d'exercer la pensée critique, il est peut-être temps aussi de décrire le numérique que nous voulons.
Et c'est ce à quoi il me semble que tout un ensemble d'acteurs politiques, économiques et sociaux s'emploient en ce moment. J'en veux pour preuve des travaux auxquels contribuent le SIGREF, le Syntec du côté des employeurs, Cap Digital ou autres du côté des pôles de compétitivité, et puis aussi des acteurs associatifs comme la Fédération des centres sociaux et encore beaucoup d'autres. On est vraiment dans ce moment spécial qui est facile à décrire. On est après la période pionnière. Moi, je fais partie, étant encore un petit peu quinquagénaire, des gens qui se vivent comme venant de la période pionnière, mais on a toujours l'impression qu'on est en train de soulever des montagnes avec le numérique. Mais après cette période et après la massification et les efforts très importants de diffusion du numérique qui se sont joués autour du toujours plus, beaucoup d'acteurs disent vouloir passer du plus au mieux. Et parfois le mieux est du un peu moins ou du assez autrement ou du un peu plus régulé, etc. En tout cas, un numérique au service de la société et des enjeux d'avenir. Et donc, on le voit dans tout un ensemble de domaines. Et puis, il y a une autre chose qui est importante à décrire et dont on a, je pense, plus conscience que dans les premiers temps du numérique, c'est que le numérique, ça n'est pas seulement de la haute technologie. C'est souvent de la technologie assez mûre. Et en tout cas, ce n'est pas seulement de la technologie arrivant de l'extérieur à grande vitesse pour tout transformer et à laquelle il faudrait s'adapter sous peine de périr. C'est une description un peu simple et c'est souvent celle qu'on entend quand on nous dit « oulala, la révolution numérique, oulala, les impacts du numérique sur la société ». Les impacts auxquels il faudrait se plier, auxquels il faudrait s'adapter de façon au fond relativement passive et subissante, voire défensive. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est de se poser, prendre l'hypothèse qu'il y a un numérique dont nous sommes les acteurs, dont nous sommes les concepteurs, les commanditaires, les citoyens et usagers, les grands et les petits clients, et qu'à l'intérieur de ça, les territoires sont des grands acteurs dont les choix ont des conséquences. C'est-à-dire que, oui, les orientations politiques de grandes métropoles françaises ont un rôle à jouer dans les façons dont demain les concepteurs numériques vont concevoir, dont demain les industriels du numérique vont tirer parti de ces entrées. C'est aussi, si je pense un peu plus marché, c'est aussi un signal à envoyer, un signal de marché à envoyer aux gens qui conçoivent le numérique, de dire on vous attend sur pas n'importe quel numérique, on vous attend sur un numérique qui protège les données personnelles, qui est beaucoup plus sobre qu'avant, qui intègre un canevas de valeurs et qui, à propos, est inclusif. Et précisément, on est au moment où les questions d'inclusion doivent urgemment être décloisonnées des autres questions du numérique. C'est un très bon signal que dans cette journée, on aborde aussi bien les différentes questions du numérique et que l'inclusion soit dans le grand bain. Pendant des années, il n'en a pas été là du tout, et on est nombreux à le dire depuis longtemps. L'inclusion n'est pas la voiture balai du numérique. On ne peut pas la résumer à tout un ensemble de mesures palliatives servant à combler les retards, à repêcher les attardés, qui auraient le tort d'être plus pauvres, plus vieux ou moins diplômés. C'est une vision qui est à la fois simpliste, qui est à la fois fausse, inopérante et nocive. On ne travaille pas l'inclusion parce qu'on est charitable. On travaille l'inclusion parce qu'on est dans la même société. On travaille l'inclusion parce que l'inclusion est la locomotive du numérique de demain. Elle n'est pas du tout une variable d'ajustement, elle n'est pas du tout un inconvénient de marché qui ne serait pas assez couvert. Il ne suffira certainement pas, par exemple, d'accompagner des usagers en difficulté vers des systèmes dysfonctionnels tels qu'on le voit parfois. Le fait de se dire ça ne marche pas, je ne comprends pas comment ça marche, ce n'est pas toujours la faute de l'usager. Ce n'est pas toujours la responsabilité de chacun d'entre nous de nous adapter à des nombreux systèmes où je ne sais pas où cliquer, je ne comprends pas ce qu'on me demande, j'ai l'impression de ne pas être dans la bonne case, j'ai l'impression qu'on m'impose un cadre normatif, fonctionnel ou ergonomique dans lequel je ne me repère pas. Il y a beaucoup de raisons possibles à cela, et donc peut-être que le partage de cet enjeu-là ferait peser un poids un tout petit peu moins lourd sur les épaules des usagers eux-mêmes, sur les épaules des médiateurs, etc., si on les impliquait davantage dans la boucle même de l'innovation, comme ça se fait
ponctuellement, comme ça se fait à des endroits aujourd'hui isolés, et comme ça devrait se faire davantage. Ça fait longtemps que dans d'autres domaines, on a compris ce que c'était que le global design, la conception inclusive, et il se trouve que dans le champ numérique, on est encore assez au début de ça. Et puis, il ne suffira pas non plus de former des individus aux bases du numérique. C'est important, il faut le faire, mais il faut aussi prendre soin des contextes collectifs. Les contextes collectifs, c'est entre autres la ville et le territoire, c'est entre autres les environnements associatifs. On a beaucoup zappé depuis pas mal d'années les échelons associatifs avec un numérique très individualisant. C'est beaucoup les environnements sociaux, tout simplement parce que c'est la socialisation qui est un des premiers vecteurs d'appropriation du numérique. Les environnements d'emploi aussi. Aujourd'hui, on voit que les organisations publiques comme privées comprennent progressivement l'importance des enjeux d'inclusion interne au sein même des équipes. Et c'est intéressant, on a par exemple beaucoup vu ça en 2020, le fait de découvrir les difficultés de connexion à domicile de toute une partie d'entre nous, les difficultés d'équipement personnel, parfois le fait que c'est des gens assez hauts dans la hiérarchie qui ont ces difficultés, et parfois même l'inverse qui était assez troublant, qui était de comprendre que chez des personnels de catégorie C de l'administration, chez des gens plutôt précaires, etc., il y avait des savoir-faire numériques latents assez importants, assez capitaux, et sans lesquels l'année 2020, entre autres choses, se serait beaucoup moins bien passé. Comment est-ce qu'on valorise ces connaissances? Comment est-ce qu'on a une vision un petit peu moins verticale des capacités numériques que celles qu'on a aujourd'hui? Ça fait partie des enjeux. Et puis, l'autre chose que je voulais dire autour de l'inclusion, c'est que ne supposons pas un instant qu'il va suffire de dire aux gens « c'est bon, vous avez les capacités numériques » pour que ça soit réglé. L'inclusion, c'est une cible mouvante. Inclusion numérique, c'est une mouvante, notamment parce que le numérique bouge, mais aussi parce que les sujets de l'inclusion numérique s'étendent. La période actuelle nous montre à quel point l'inclusion numérique des jeunes est un sujet. Qu'il s'agisse des jeunes qui sont en face de la vie active, en face de l'emploi et du chômage, ou en face de l'information et de la connaissance, qu'il s'agisse de la précarité étudiante, etc. Pendant longtemps, on a vécu avec le préjugé que, au fond, les jeunes étaient nés dedans, que ça allait bien se passer et qu'il allait suffire que les vieux disparaissent progressivement des radars pour que la massification fasse son œuvre et que nous ayons tous un numérique heureux, une dématérialisation qui fonctionne bien, etc. Il n'en est rien, c'est plus compliqué. On peut faire des constats beaucoup plus riches en la matière, en l'occurrence le fait que parfois, plus j'ai d'usage, plus j'ai de problèmes. Plus j'ai d'usage, plus éventuellement je vais avoir de choses à gérer avec le numérique, et plus à l'intérieur de ça, je vais avoir un nombre important de sujets qui vont être dans l'angle mort. Et puis, l'autre chose qu'on peut dire avec l'inclusion, c'est que elle a été le numérique a été très fortement porteur de ce qu'on appelle des désintermédiations. Le fait d'être en direct, alors ça peut être super intéressant d'être en direct avec tel commerçant, avec telle organisation militante, avec telle source d'information, etc. Mais la désintermédiation est quelque chose qui suppose, quand je suis en direct avec, que je m'en sorte bien avec le self-service. On s'en sort bien avec le self-service si on a un capital social et culturel élevé. Si on a appris à apprendre, si on a appris à s'orienter face à l'administration, si on a appris comment fonctionnent les services et les systèmes techniques. Pour une partie des gens, c'est une grande difficulté et on entend aujourd'hui partout des besoins de médiation renforcés et réinventés. D'abord parce que si on prend au sérieux cette question de l'inclusion, l'isolement est le descripteur principal de l'exclusion numérique ou autre. C'est pas qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, etc. Les gens qui sont en situation économique modeste, mais dans des maillages sociaux forts, s'en sortent beaucoup mieux que des gens qui éventuellement gagnent mieux leur vie, mais sont en situation, par exemple, de famille monoparentale, avec zéro budget temps et pas grand monde pour les aider ou pour répondre à leurs ennuis. C'est souvent par les amis, les proches, les collègues, les parents, les enfants, les voisins qu'on s'en sort des questions très permanentes que le numérique nous pose. Donc ça, c'est un premier aspect. Au fond, on a certainement besoin d'un numérique qui renforce les liens sociaux, qui ne remplace pas l'humain, qui ne nous mettent pas en situation de self-service. Et puis l'autre chose, c'est qu'on est en plus avec un numérique qui est en gros le passage vers des complexités multiples. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Surtout le fait de se dire, par le numérique, il se joue nos relations à tout le reste. Le numérique, ce sont à la fois des prises sur le monde,
par l'information, par les données, par des interfaces, par le calcul d'itinéraire, par des choses de la vie quotidienne ou des choses plus larges, les bases de connaissances. Mais c'est aussi des risques de ce qu'on appelle déprise. La déprise, c'est le moment où on perd un petit peu pied, on ne comprend plus tellement de quoi il s'agit, etc. La déprise, aujourd'hui, elle n'est pas simplement réservée aux gens précaires, aux gens âgés, etc. Nous vivons tous des moments de déprise en ayant l'impression de ne pas comprendre dans quel monde nous vivons. Le numérique joue un rôle clé dans cette aventure-là. Comment est-ce que nous menons nos vies dématérialisées ? Qu'est-ce que nous faisons les uns et les autres de nos feuilles de paye, de nos relevés bancaires, de nos documents médicaux qui sont quelque part en sécurité dans le disque dur de mon ordinateur portable à qui j'ai fait faire 2000 km ces 2 derniers jours. Est-ce que tout ça est protégé de la perte, du piratage ou de la panne ? Pas grand monde d'entre nous ne sait s'en sortir avec ça en réalité. Je connais extrêmement peu de gens qui ont ce que j'ai pour ma part de façon un peu continue, c'est-à-dire un coffre-fort numérique, et je ne suis pas sûr de m'en servir bien. Le grand sujet de la cybersécurité qu'on voyait comme quelque chose qui était très très loin, on a compris en 2020 que c'est un sujet pour tout le monde, que c'est un sujet pour les TPE, PME, pour les artisans, pour les commerçants. La culture de la donnée devient nécessaire aujourd'hui dans la société, y compris si je suis un simple enseignant de l'enseignement scolaire ou un militant associatif ou un conseiller municipal de petite commune, etc. Et pourquoi est-ce qu'elle devient nécessaire ? Parce que tout simplement, un ensemble de faits, un ensemble de décisions, un ensemble d'éléments de compréhension sont apportés par des jeux de données qui sont disponibles ou qui ne le sont pas, qu'il s'agisse de parler de santé, d'environnement ou de beaucoup de choses, nous le savons. Et puis, la ville servicielle, la ville numérique à laquelle on se confronte et qui est au cœur de pas mal de stratégies. La ville qui, grâce à des données, va proposer tout un ensemble de services particulièrement utiles pour s'orienter, pour faire des choix, pour savoir où trouver à manger, pour savoir comment trouver des éléments importants de nos loisirs et de nos situations de travail. Et la ville servicielle, c'est aussi une ville des comptes, au sens des comptes clients, des comptes usagers, avec quelque part tout un ensemble de données qui sont derrière. Et même si chaque opérateur urbain fait au mieux, eh bien, la fracture servicielle nous guette entre plusieurs dizaines de mots de passe, des espaces en ligne qui évoluent constamment et de manière disjointe. Et puis, est-ce que les choix technologiques d'avenir doivent être moins débattus que les autres questions démocratiques ? Est-ce qu'on n'a pas des enjeux de ce qu'on appelle la démocratie technique autour de sujets comme la reconnaissance faciale, autour de sujets comme la captation de données dans l'espace public, autour de sujets comme la couverture numérique du territoire. Je renvoie aux débats qui sont un petit peu partout en ce moment autour de la 5G, avec cette ambivalence de qu'est-ce que je veux comme usager et qu'est-ce que je veux comme citoyen, qui ne sont pas forcément la même chose. Et en fait, ces questions-là, ces questions en fait des prises sur le monde, de la dématérialisation, de nos comptes, des choix technologiques, c'est des questions pour tout le monde. Ce n'est pas simplement des questions pour les personnes en difficulté économique et sociale. Les uns et les autres, nous avons ces questions devant nous. Nous ne savons pas bien les instruire. Et quelque part, le cadre collectif de la ville joue un rôle là-dedans. Et puis, une chose intéressante à regarder au moment où il s'agit de se demander ce sur quoi on va échanger dans un instant, la ville numérique que nous voudrions, celle à laquelle c'est intéressant d'œuvrer, etc., c'est de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas ici et là des modèles d'interaction entre ville et numérique dont vous ne voulez pas ? Alors je vous en donne quelques exemples assez connus. Il y en a un qui est particulièrement troublant, c'est cette question des gated cities, des gated communities, des villes privées, de la ville comme résidence bien surveillée et bien cloisonnée, qu'on voit un petit peu partout, notamment sur le continent nord et sud américain, qui ont beaucoup émergé dans ces environnements-là, mais qui essaiment autour de la planète. En fait, dans ces villes telles que je viens de les décrire, le numérique joue des rôles assez importants en termes de contrôle, en termes de surveillance, en termes de monitoring, en termes de tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, on a là un numérique qui renforce les inégalités socio-spatiales, qui renforce les fractures urbaines, alors même que nous avons devant nous certainement des enjeux de vivre ensemble. Si je prends un tout petit peu au sérieux cette question-là, en fait, on risque devant nous de voir apparaître ce que j'appellerais des villes premium.
on risque de voir apparaître des villes dans lesquelles nous sommes des profils sur pattes et dans lesquelles moi, puisque je suis plutôt, comment dire, un homme blanc encore quinquagénaire un petit peu et doté d'un capital social et culturel élevé, j'aurais peut-être plus de droits que pas mal d'autres gens qui sont dans la salle en ligne et c'est peut-être un petit peu injuste. En tout cas, le risque est d'avoir des villes dont nous sommes les clients inégaux et un numérique qui nous sépare. Deuxième modèle, c'est qu'est-ce que c'est qu'un numérique qui nous calcule à notre insu, qui nous calcule parce qu'il dispose de nombreuses données sur nous, sans nous, alors pour la bonne cause, la plupart du temps, sanitaire, écologique, sécuritaire, pas toujours pour la bonne cause, on l'a vu dans quelques pays où ce numérique-là sert à tout à fait autre chose, et puis sans contre-pouvoir. Et puis, troisième modèle, pour le faire très vite, celui des inégalités, celui du calcul un peu intrusif, et puis celui des big tech et des plateformes numériques mondiales qui, au fond, se dispensent le plus souvent du cadre politique et de l'intérêt général. Les stratégies de quelques très grands acteurs mondiaux vont en ce sens, et donc potentiellement, on sait à quel point les métropoles mondiales et françaises sont constamment confrontées aux termes inégaux de l'échange avec la R&D des grands groupes mondiaux, avec le pouvoir et la prise sur le territoire des grands acteurs mondiaux du numérique. Alors qu'est-ce que ça serait qu'un numérique souhaitable pour conclure un petit peu cette introduction et avant de passer aux échanges qu'on a dans quelques minutes, qu'est-ce que ça serait qu'un numérique souhaitable pour la ville et la société de demain? C'est probablement une question que je vais laisser ouverte, qu'on va pouvoir approfondir dans un instant, mais qui est une question, j'allais dire, à chaque échelle. C'est une question multiscalaire, voire hyperscalaire, puisque les échelles sont hyper liées. Si je prends la terminologie des hyperliens qu'utilise Michel Lussot, par exemple. Moi, j'aurais tendance à proposer 3 entrées parmi d'autres. Une première entrée qui serait de dire c'est certainement un numérique inclusif et capacitant. Facteur de choix, facteur de pouvoir d'agir individuel et collectif. J'insiste beaucoup sur le collectif. Il ne va pas suffire que chacun d'entre nous devienne bon, il va falloir que nous ayons des cadres et des pratiques collectives pour cela. Deuxième chose, c'est sans doute, juste avant la fin de mon intervention, je tousse, j'en suis désolé. Donc, un numérique inscrit dans un cadre de confiance. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre de confiance? On le réfléchit facilement par rapport aux données personnelles, à la confiance dans les services, etc. C'est ça, et c'est plus large, c'est-à-dire à quels endroits est-ce que j'ai l'impression que nous avons une maîtrise collective du numérique, que quelque part on sait qui est responsable en face de nous, qu'on est confiant dans le long terme et le long cours des dispositifs structurants de la société, par exemple. Et puis la troisième chose, c'est qu'est-ce que ça serait qu'un numérique souhaitable dans la ville qui soit en phase avec les questions principales de la ville de demain, les questions économiques, sociales, démocratiques, écologiques. On ne peut pas se dispenser de faire cette passerelle-là. Pour l'instant, il y a des grandes béances entre la question de l'inclusion numérique et les questions de démocratie associées au numérique, de participation citoyenne, d'éducation aux médias et tout un ensemble de choses. Il y a des grands écarts entre la culture même du numérique dans les champs de l'inclusion et la culture numérique, j'allais dire, dans certains champs de l'innovation. Les grands écarts veulent dire qu'il faut faire de l'interculturel, veulent dire qu'il faut apprendre à faire discuter ensemble des mondes qui pour l'instant sont des mondes disjoints et donc probablement avoir des espaces de socialisation qui soient beaucoup plus forts. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez cherché à faire en organisant une journée comme celle-ci dans le cadre de NEC à Montpellier, et donc je me réjouis vraiment d'y participer, de vous avoir partagé ces quelques éléments. Donc merci à tous et à toutes de votre attention.